Donc le cercle vicieux de conséquence de l'obésité de l'enfant, c'est un cercle vicieux justement. L'enfant, il est là, il est obèse. Et donc un enfant obèse dans notre société, c'est une source de moquerie. Les enfants qui on a des enfants qui sont mal éduqués, je le dis bien, parce que de toutes les manières, il faudrait savoir accepter la différence. Mais avec des petits, des fois, un petit qui est attaqué, donc il est complexé parce qu'il lui dit des choses vraiment difficiles à accepter. Il est source de moquerie, et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va éviter les autres. Donc il va se retrouver tout seul, miskin, parce que de toutes les manières, dès qu'il est frustrant, ils vont se moquer de lui. Il va s'ennuyer, il va se sentir moins que les autres, donc la diminution d'estime de soi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se pencher sur le grignotage. Au lieu de faire marche arrière, parce que quand il va grignoter, il va encore être plus obèse, et c'est un cercle vicieux. Et donc là, il faut jouer sur ça. Jouer sur ça. Pourquoi? Parce que le psychique, c'est très important. Moi, je dis bien, on s'acharne beaucoup à vouloir avoir des enfants forts sur le plan musculaire, forts sur le plan, si vous voulez, mathématique, mais forts sur le plan personnalité, on ne s'acharne pas beaucoup, et ça, c'est très important. Il faudrait que nos enfants soient forts en matière de personnalité, et ça, c'est très important. Il faudrait l'inculquer à nos enfants. Donc, les facteurs favorisants dans ce cercle vicieux, qu'est-ce qui se passe? Il y a des petites douceurs, c'est-à-dire il va chercher des douceurs, il va être bafihum. Je nomme des douceurs, les friandises, les chocolats, en même temps, elle va le calmer. Elle va le calmer. Du fromage, le fromage. Donc c'est ça les petites douceurs. Et donc ils vont compenser ces difficultés chez lui. Donc il va se retrouver seul, donc il va se faire plaisir, il va manger ça, et donc ça se devient une sorte de compulsion alimentaire à l'abri des regards, avec un sentiment de culpabilité plus tard. Ce n'est que plus tard, ni que je ferai juste boîte de chocolat, oh qu'est-ce que j'ai foutu, mais c'est trop tard. Donc seule l'atténuation du trouble sous-jacent permet la diminution du pseudo-grignotage. C'est quoi le trouble sous-jacent? C'est le trouble psychique, parce que c'est un enfant qui est déséquilibré sur le plan psychique, donc il faut jouer sur ça en premier. Les éléments de dépression sont très différents, et donc sous ma dépression, c'est-à-dire quand est-ce que cet enfant il va s'affaiblir et faire quelque chose? Quand vous mettez à sa disposition des friandises. Les familles qui يجيك يقول لك ولدي غلط وملي كتهضر معاها كتقول شنو عندك في الثلاجه وعندي الشوكولات وعندي دانون وعندي une famille هذه ديما كنعطي هذا l'exemple دائما والله là j'avais eu une petite fille de 7 ans qui faisait 78 kilos, et quand j'ai vu avec le père عندهم داك الشيف داك la charcuterie le chef كانت كتضرب كيلو في النهار 1 كيلو une boîte d'1 kilo, et à l'aise, le père qui est ça ne le dérange pas. Et ça, je trouvais quand même que c'était quand même désolant. Donc, normalement, il faudrait qu'on fasse attention. Vous pouvez pas dire non à vos enfants tant que vous ne ramenez pas des choses qui pourraient faire flasher ces enfants ou alors les affaiblir. Donc, c'est ça. Donc, faire attention à la disposition des friandises chez la famille. L'argent de poche, ok, chez le lycée, il passe à côté, il s'achète des friandises, il se fait plaisir, mais il grossit. Et puis, quand vous avez l'absence d'éducation du goût, et ça c'est très important. Moi j'ai vu des familles qui mangeaient des pâtes avec du pain. Ça c'est l'absence d'éducation du goût. Mais c'est du pain avec du pain, ça je trouvais que c'est illogique. Est-ce que vous trouvez ça logique? Moi j'ai vu ça, sincèrement. Il y avait une école, sans citer les noms, où je trouvais qu'ils proposaient un sandwich avec des pâtes à la bolognaise. Est-ce que vous trouvez ça logique? L'enfant, qu'est-ce que vous faites? Mais quand je suis partie réclamer, on m'a dit, mais madame, vous êtes la seule à réclamer pour la quantité. C'est l'inverse. Les parents viennent nous dire, donnez à manger à nos enfants, il faudrait qu'ils mangent bien. Mais on paye, c'est pas pour les gaver. Vous donnez équilibré, vous donnez une salade, vous donnez un fruit, vous donnez ce qu'il faut, mais pas des pâtes avec des sandwichs. Donc la mauvaise éducation du goût, ça c'est dans notre société, qu'on le veuille ou pas. Pâtisserie il prend une grosse tarte à minuit, et ça s'appelle la chrononutrition. Je ne vais pas vous montrer ça, vous le connaissez tous. Un enfant qui adore la pâtisserie, je la lui donne le matin. Donc, il a le temps pour brûler, mais jamais de la pâtisserie le soir, à minuit, ou là à 10 h du soir, il va faire que dormir, et donc il y aurait l'accumulation des graisses, c'est clair. Donc ça, c'est très important, et il faudrait qu'on éduque le goût chez nos enfants. La surconsommation devant la télé. Et si vous remarquez, mais qu'est-ce que tu fais sur la télé? Les chips, donc normalement il faut faire attention, parce que quand on regarde la télé, on ne fait pas attention à ce qu'on mange, parce que de toutes les manières on est déjà noyé dans le film en face ou la série. Donc les types d'obésité, il y a l'obésité d'origine monogénique, elles sont rarissimes, et donc là c'est la pathologie. Donc l'enfant, il va être gros parce que de toutes les manières c'est génétique chez lui.
les syndromes Prader-Willi, pas mal de syndromes, on a des bébés qui sont comme ça. Il y a les obésités polygéniques où il y a l'interaction de plusieurs variants génétiques et polymorphisme avec un environnement à risque. C'est ce qu'on appelle l'obésité commune, c'est-à-dire une prédisposition génétique chez des familles. Il y a des familles comme ça, mais ça ne veut pas dire que c'est génétiquement ils sont malades, non, ils sont prédisposés de réel rôle, donc il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils mangent. Donc l'examen clinique en matière d'obésité, donc il y a le poids, la taille et l'indice de masse corporelle, l'indice de corpulence, la tension artérielle pour voir est-ce qu'il n'est pas en HTA parce qu'il est en surpoids, le stade pubertaire parce qu'ils vont se retrouver pubères plus tôt que les autres. Et plus ils sont pubères, plus ils vont être plus petits. Et ça, c'est important. L'examen somatique complet, il faut chercher le pli cutané qu'on va chercher ici au niveau du bras. Donc, normalement, c'est le périmètre brachial. Et vous allez voir, en matière de malnutrition, on va parler de ça. Et puis, les signes fonctionnels pour poser le diagnostic d'obésité. Bon, un enfant obèse, généralement, ça ne signifie pas tout ça. Et quand vous le pesez, vous vous référez aux ABAC et vous allez vous retrouver au-delà du 97e percentile en IMC. Éliminer les rares causes endocriniennes ou syndromiques. Donc une fois il y a une cause syndromique, il ne faut pas chercher midi à 14h, c'est des enfants qui sont comme ça. Évaluer le retentissement de cette obésité, donc est-ce qu'il n'y a pas eu de diabète, est-ce qu'il n'y a pas eu d'hypertension, est-ce qu'il n'y a pas eu d'hypercholestérolémie, donc le syndrome métabolique qui peut survenir tôt. Voir le carnet de santé de cet enfant et voir est-ce qu'il y a eu un changement de couloir à un moment donné de la vie. Le poids, la taille qui sont reportés sur la courbe de croissance qui est très importante et qu'on trouve très rarement remplie. Regarde, c'est l'enfant de un pédiatre privé, donc il y a des pédiatres privés qui font du bon boulot, il y en a d'autres qui la courbe de croissance et ça c'est important. Évaluer la croissance staturale et pondérale de l'enfant. La courbe de croissance, chercher ce rebond d'adiposité. S'il survient avant 6 ans, c'est un facteur prédictif d'obésité chez cet enfant. Évaluer le degré d'obésité. Et bien sûr, l'indice de masse corporelle, c'est l'expression la plus précise de surpoids, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte même. Donc toujours on se base sur l'IMC pour dire est-ce qu'on est obèse ou pas, pour comparer les valeurs de référence en fonction de l'âge chez l'enfant toujours. Donc là, sachez qu'il y a des courbes pour filles, il y a des courbes pour garçons et qui sont établies par l'OMS de 0 à 22 ans, c'est très important. Donc on prend le poids, la taille et puis on prend le périmètre crânien et des fois on a même des courbes de corpulence et qui sont adaptées aux filles et aux garçons. L'avance staturale, on va la trouver modérée, mais elle est là avant la puberté. Un enfant qui est plus obèse, il va se retrouver un tout petit peu en avance staturale par rapport à l'autre. Mais une fois il est pubère, il va rapidement fermer ses cartilages de conjugaison, il va rapidement se retrouver en petite taille définitive. Et puis, apparition précoce d'une pilosité pubienne. Donc, elles vont prédisposer rapidement à faire une puberté plus que les autres. Il y a une gêne qui est d'abord psychologique et donc là, en interrogeant l'enfant, on va le sentir. En interrogeant les parents aussi, ils vont vous dire oui, effectivement, mon enfant, il se sent pas bien. Et on se moque de lui, il n'est pas bien, il rentre, il est tout le temps introverti et donc forcément, il faudrait qu'on traite ça. À cet âge, il n'y a pas de retentissement cardiovasculaire, ce n'est que plus tard qu'il va faire des problèmes cardiovasculaires. Il n'y a pas de retentissement articulaire, donc c'est l'arthrose qui va se voir avec le poids, le gros poids. La pression artérielle est tout à fait normale, mais parfois il est essoufflé à l'effort. C'est l'enfant qui n'arrive pas à faire le sport comme ses copains, qui n'arrive pas à monter les escaliers à l'aise. Il suffit qu'il monte quelques marches et là, il va commencer à souffler. Et puis, les troubles orthopédiques, ils vont se voir au fur et à mesure, surtout à l'âge adulte. Type génu-valgum, génu-varum, tibia-vara, et puis l'arthrose, bien entendu, ultérieurement. Donc l'examen psychologique, c'est systématique. Et là, on insiste, l'enfant et sa famille. Pas que l'enfant seul, l'enfant et la famille, je dis bien la famille, surtout les deux parents. Pas que la mère, pas que le père. Moi, généralement, quand j'ai une maman qui garde son bébé, pour obésité, c'est le papa qui le ramène. Et la maman, elle sait très bien qu'elle va être grondée, donc elle ne vient jamais. Donc, généralement, j'ai affaire au papa. Et quand je demande à ce que la maman vienne, c'est rare où elle se présente. Elle sait très bien que ce qu'elle fait est un peu aberrant, mais elle ne veut pas l'accepter. Donc, un examen plus ou moins approfondi sur le plan psychologique en fonction du premier entretien. Et quand je parle du plan psychologique, on n'est pas obligé d'avoir affaire à un psychologue ou un psychiatre. Donc au départ, c'est juste le pédiatre qui pourrait faire l'affaire, il faudrait juste savoir choisir ses mots, mettre en confiance cet enfant et cette famille. C'est très important la qualité de notre premier entretien. Soit ça marche, soit ça ne va pas jamais marcher. Soit c'est un enfant qui va revenir et sa famille qui va revenir, soit il ne va jamais revenir parce que ça n'a pas marché du premier coup et donc du coup, il va se laisser faire. Donc c'est très important. Les examens biologiques qui sont réduits au minimum.
parce qu'ils ont vraiment peu d'impact sur la prise en charge ultérieure. Ce n'est qu'à l'âge adulte qu'on aura vraiment des signes, ou alors si vous avez des signes d'appel cliniques, donc là on va chercher l'étiologie de chaque signe d'appel. Souvent on aura un hyperinsulinisme avec une intolérance normale au glucose, donc prédisposition à faire un diabète. On va faire une hyperglycémie provoquée par voie orale, surtout si on a des antécédents familiaux de diabète, surtout une maman ou un papa ou les deux. Un acanthosis nigricans à l'examen, donc c'est la coloration qu'on va trouver qui est un peu brunâtre pour rechercher les signes de diabète ou intolérance glucidique. Et puis les causes endocriniennes, il faut les rechercher aussi. Les pseudo-hypoparathyroïdies, le syndrome de Cushing, un enfant qui est sous corticoïde, d'accord? Un syndrome hypothalamique, surtout quand on a un syndrome de Prader-Willi, les bébés qui sont gros, qui sont là à la naissance, il y a une petite hypotonie et même un retard psychomoteur. Donc là, je vous ai mis un exemple justement d'un enfant qui présente ce syndrome de Prader-Willi. Donc c'est une obésité mais qui est vraiment d'origine génétique, qui est précoce. Et donc on a un bébé qui à la naissance est macrosome. Et donc on a un syndrome dysmorphique qui est vraiment évocateur. Il est hypotonique et ils ont des faciès qui se ressemblent. Même s'ils sont nés au Maroc et l'autre en Asie et l'autre en Occident, on va se retrouver qu'ils ont des faciès qui se ressemblent. Et donc ça va être marqué par un retard mental, mais une petite taille en plus. Ils sont gros, mais ils sont petits de taille aussi. Il y a d'autres syndromes, je vous ai mis des exemples ici, vous n'êtes pas obligé de les retenir tous, c'est juste pour avoir une idée de ce qui se passe. Puis par la suite, il y a les obésités monogéniques, mais qui sont très très rares et qui sont dues à des gènes qui sont impliqués dans cette obésité. Ils sont vraiment donc il n'y a pas beaucoup. Elle est vraiment exceptionnelle et c'est une obésité qui est très précoce, de constitution rapide et qui n'a rien à voir avec l'environnement. Cet enfant, tu peux le mettre à jeun, il va grossir. Tu vas le mettre vraiment sous diète et il va grossir parce qu'il y a un gène chez lui qui cloche, qui ne marche pas. Et puis, il y a l'obésité commune ou polygénique. Donc, il y a le rôle indiscutable de facteurs génétiques ou familiaux. Là, c'est une prédisposition familiale à faire une obésité, surtout quand vous avez des familles qui sont mangeurs, qui mangent bien. Donc, normalement, il y a un stockage de graisse qui se fait d'une manière assez importante. Il y a une prédisposition à ce que ce soit fait. Et donc, on a un développement précoce de l'obésité, que ce soit chez l'enfant que chez les membres de sa famille. Il faut traiter surtout les facteurs psychologiques en premier plan avant de passer et traiter l'obésité en elle-même. Donc les facteurs alimentaires, il faut les étudier. Les troubles du comportement, les anomalies de la ration alimentaire et surtout les rations, les quantités qu'on donne à ces bébés-là. L'hyperphagie qui est fréquente au début. Donc au départ, c'est des bébés qui donc il a tout le temps envie de manger et surtout le grignotage entre les repas. Si vous demandez à cette famille de vous faire un planning de ce que prend cet enfant, vous allez être déçus. Vous allez dire, est-ce que c'est comme ça qu'on mange? C'est vraiment grave, d'accord? Et déjà sur ce planning, vous allez rectifier pas mal de choses parce qu'il y a juste des fois des fautes de chrononutrition. Il y a le grignotage qui ne sert complètement à rien. Je dis toujours, quand un enfant mange bien à table, quand tout le monde mange, il n'aura pas besoin de grignoter. Et sachez une chose, moi je trouve débile qu'au collège, on a encore des collégiens qui prennent encore avec eux des biscuits, des collations. Pas de collégien, sauf s'il est diabétique. Un diabétique, oui. Mais quand on est au collège, on peut supporter quand même de manger chez soi à midi et de rentrer manger chez soi le soir. Ça, je trouve débile. Il y a des collégiens qui ramènent avec eux encore des goûters. Et ça, je trouve que c'est pas normal. Normalement, les goûters, c'est pour le primaire. Et au-delà, normalement, ça marche pas. Donc, c'est les attitudes de famille qui doivent changer. L'argent de poche, non. Normalement, s'il mange bien chez lui, il n'y a pas besoin qu'il parte manger. Et puis, sur le plan quantitatif, quand vous avez une ration excessive, quand vous avez du glucose qu'on a perdu beaucoup, surtout en matière des boissons gazeuses, ça c'est grave. On a des ados qui prennent beaucoup de boissons gazeuses, qui peuvent arriver jusqu'à 70 à 70% de la ration, donc les boissons sucrées justement, qui sont fréquentes, là ça devient grave. La quantité, donc le repas, c'est pas une performance, et ça j'aime bien le dicton qui dit un repas n'est pas une performance. Donc la consommation de quantité parfois supérieure de 30 à 50% aux besoins quotidiens
il devrait avoir une quantité, quand il dit 30 à 50% de ce qu'il devrait prendre. Là, ça s'appelle de la surconsommation et à long terme, c'est une source d'obésité, forcément. L'enquête diététique avec l'enfant et sa famille, surtout la mère, est très importante pour voir comment il s'alimente ce bébé. Il faut prendre un calendrier justement alimentaire, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure au préalable, pour pouvoir le consulter et voir avec un diététicien ou diététicienne. Et à l'âge pédiatrique, surtout, on pourrait avoir des conséquences psychologiques. Pourquoi? Parce que cet enfant est source de moquerie, justement. Il se retrouve à l'écart. Il ne pourra jamais exercer les sports de groupe. Il va toujours être mis à l'écart. Quand on veut former une équipe de foot, on ne va jamais le prendre avec nous parce qu'il ne va pouvoir jamais courir. Quand on veut former n'importe quelle équipe, donc il est toujours à l'écart parce que c'est l'équipe perdante. Et donc là, ça va encore aggraver les choses. À l'âge adulte, conséquences plus sérieuses, surtout quand on a de la morbidité. Parce qu'à l'âge adulte, on s'assume. On est gros, on s'assume. C'est la personnalité qui se forge et on s'en fout. Peut-être qu'on a été assez travaillé sur ce plan-là quand on était enfant ou jeune. Après, on s'en fout. Il y a beaucoup plus les problèmes de morbidité, de diabète, d'HTA, de syndrome métabolique, de pathologie cardiovasculaire qui prend le dessus. Puis les troubles respiratoires, il y a le syndrome d'apnée du sommeil. Et ça, c'est une complication très grave et sérieuse. Trouble respiratoire nocturne le plus fréquent chez l'enfant obèse. Il est là, c'est un enfant, il dit la maman, il dort, il a toujours la bouche ouverte, il dort la bouche ouverte, il mouille son oreiller, il ronfle beaucoup et le matin, il veut plus se réveiller, c'est plus comme avant, c'est l'enfant qui se réveille difficilement le matin. Mais quand je vois qu'il dit la sieste, il commence à refaire des siestes l'après-midi, et donc tout ça, ce sont des signes qui sont en rapport avec un syndrome d'apnée du sommeil. Donc ça, il faudrait quand même que ça soit alarmant et qu'on fasse attention, il risque de passer, de décéder pendant la nuit. Donc principalement lié à une hypertrophie des végétations. Donc la première des choses, de proposer chez un ORL pour faire une adénoïdectomie. Et puis des fois même des amygdales trop grosses peuvent entraîner un syndrome d'apnée du sommeil. Donc on fait aussi une amygdalectomie à la même occasion pour prendre en charge parallèlement cette perte de poids et bien entendu cet enfant sur le plan respiratoire. Donc là, je vous ai mis un tableau qui va montrer les signes qui sont en rapport avec un SAS, un syndrome d'apnée du sommeil. Donc la nuit, vous allez trouver ces signes-là la plupart du temps. Le jour, c'est beaucoup plus un enfant qui n'est pas bien, qui est somnolent, qui était bien à l'école. Il va faire un infléchissement scolaire parce qu'il est tout le temps fatigué, il dort très mal. Et puis, bien sûr, les autres conséquences, les troubles métaboliques. L'intolérance glucidique, le diabète, la dyslipidémie et surtout à l'âge adulte. L'athérosclérose, vous n'allez pas la trouver chez un enfant, bien sûr. C'est à l'âge adulte qu'il va nous faire des hypercholestérolémies assez importantes. Puis par la suite, des troubles endocriniens, type dysfonctionnement ovarien. Il y a des femmes qui sont stériles juste parce qu'elles sont vraiment en excès de poids. Il suffit d'équilibrer leur poids parce que des fois, c'est les ovaires qui souffrent tout simplement. Et on pourra avoir des ovaires polykystiques avec des femmes qui vont présenter un hirsutisme, qui sont grosses, qui ont une obésité qui est androïde, c'est-à-dire généralement elles sont plus fortes et sont maigres, grêles en bas. Et donc ça, il faudrait quand même qu'on le prenne en considération. Déjà équilibrer le poids de ces femmes-là et puis penser à les aider sur le plan stérilité. Donc les conséquences à l'adolescence et à l'âge adulte, donc on a une surmorbidité bien entendu, le risque métabolique, le cancer colorectal surtout si on consomme beaucoup de viande rouge, la corrélation entre l'indice de masse corporelle et les risques de syndrome métabolique à l'âge adulte, donc plus il est important, plus il y a une insulinorésistance, une prédisposition à l'HTA, à la dyslipidémie, et puis vient le traitement. C'est quoi l'objectif chez l'enfant? C'est de négativer la balance énergétique qui est devenue positive. Il dépasse de loin ce qu'on devrait lui donner. Il faut réduire ce qu'on lui donne à ingérer, les ingestats, il faut augmenter la dépense énergétique parce que l'enfant et donc il faut accroître l'activité physique. Donc les sports, mais les sports doux, la marche, parce que tu ne peux pas lui demander de faire quand même des sports assez intenses. Puis des fois la natation aussi, ça pourrait régler l'affaire. Donc des sports doux, mais en même temps il va bouger. La prise en charge pluridisciplinaire va prendre en charge surtout le plan diététique, lutter contre la sédentarité chez des enfants qui ont pris l'habitude de ne pas trop bouger, les soutenir sur le plan psychologique, surtout s'ils ne sont pas bien sur le plan psychologique. Il n'y a pas d'objectif pondéral à atteindre coûte que coûte. Surtout qu'ils se sentent bien déjà sur le plan psychologique, puis qu'il ait cette envie de changer. La qualité de la première consultation est fondamentale. Il faut lui remettre confiance en lui. Il faudrait qu'il sache que ce n'est pas éternel et qu'il pourra toujours changer et que sa vie pourrait tout à fait changer. Il pourrait se faire des amis, il pourrait se retrouver avec son cercle d'amis, il pourrait jouer, il pourrait faire tout ce qu'il veut. Il suffit qu'il s'accroche.
Et puis, les explications devraient être compréhensibles, que ce soit pour l'enfant que pour sa famille. Scientifique, trop scientifique. Il faut vraiment banaliser la situation pour qu'ils comprennent. Expliquer les courbes de croissance, de poids et de taille. Au-delà du 97e percentile, c'est sérieux. L'examiner sur le plan clinique. Donner le diagnostic, bien sûr, de l'obésité. Et puis, bien entendu, voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres comorbidités, voire des complications. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pathologies qui ont fait que cet enfant ne soit pas bien ou qu'il se présente par la suite, l'âge adulte, avec des complications. Les aspects psychologiques, donc le but de la première consultation, c'est déjà replacer le problème posé dans son juste milieu. Vous avez vu que je me suis attardée sur le plan psychologique parce que c'est très très important en matière d'obésité. Vérifier si l'enfant est entré dans le cercle vicieux, parce que là ça devient beaucoup plus grave. S'il est dans le cercle vicieux, on va mettre beaucoup plus de temps à le sortir de ce cercle vicieux avant d'attaquer la prise de poids. Et puis repérer les éléments d'aggravation de l'obésité. Des fois, il y a un échec scolaire qui est survenu, qui a fait que cet enfant a commencé à manger plus que d'habitude. Il y a une séparation des parents. Il y a des fois une maladie qui est survenue, la perte d'un proche, l'anxiété. Donc tout ceci, ça pourrait être des facteurs de risque par rapport à cet enfant. L'alimentation, le manger devrait être un plaisir autant qu'une nécessité et doit le rester. Donc c'est vrai qu'on va se dire on va manger par plaisir, mais c'est vrai, c'est nécessaire pour qu'on survive, mais on va manger par plaisir, non pas que ce soit le plaisir qui prend le dessus. L'alimentation doit être ramenée à l'équilibre pour l'âge, le sexe et le niveau d'activité physique. Ça, c'est important. L'introduction de fruits et de légumes, elle est indispensable. Et là, il faudrait qu'on revoie notre alimentation. On peut se retrouver avec des bébés qui ne sont pas obèses, mais qui sont anémiques, tout simplement parce qu'ils ne mangent pas ce qu'il faut. Tout simplement parce qu'on leur donne à manger n'importe comment. C'est vrai que mais il est déséquilibré. Si vous faites une numération, vous allez tomber sur un anémie ferriprive. Parce que tout simplement, il mange de n'importe quoi, ou tant qu'il est jouant, on achète à la maman pour elle, alors tout va bien. Le rythme des saisons sera pris en compte. Pourquoi on parle de rythme des saisons? C'est-à-dire, je ne sais pas, chou-fleur, il faut qu'il goûte à tout. Il y a des enfants, et ça, c'est des déséquilibres alimentaires intenses. Là, parmi nous, il y a des gens qui ne mangent pas mal de choses, certaines. Donc là, l'alimentation il faudrait qu'on joue sur la majorité pour couvrir tous les apports et tous les besoins plutôt. Donc l'aide apportée porte ainsi sur plusieurs années sans devenir monotone, parce qu'une obésité qui s'est construite sur des années, on ne va pas la régler en 2 mois. Donc sachez que les effets yo-yo, شي régime القلب الجهاله, donc en 15 jours 20 kilos et elle va se retrouver à reprendre 40 kilos le mois d'après. C'est l'effet yo-yo, donc il faudrait qu'on fasse attention à comment on fait des régimes. D'abord, les régimes sur internet, donc des fois on se met à faire aux bébés, aux enfants des régimes d'adultes qui ne sont même pas adaptés aux adultes, où il n'y a pas du tout de protéines, et là on va se retrouver à se casser la gueule. Donc si on veut prendre un régime, c'est avec la diététicienne, bien sûr aidée par notre pédiatre. L'équilibre alimentaire proposé est valable pour toute la famille, parce que tu ne peux pas demander à un enfant de se mettre au régime, la famille un enfant diabétique, s'il n'y a pas la volonté que toute la famille change sa manière de faire, jamais هذا l'enfant ما غادي ياخذ l'équilibre diabétique ديالو. الا هما كيضربوا الباتيسري في 10 د الليل وفي 12 د الليل, comment voulez-vous que cet enfant اللي هو enfant تقول له انت ما تاكلهاش? Ça je trouve que c'est quand même débile, il faut faire des concessions. On a un diabétique parmi nous, si je veux manger de la pâtisserie نقدر ناكلها حتى في الطواليت مخبأه وما ناكلهاش قدامه. Ben oui, parce que c'est un enfant. Il faut quand même qu'on soit assez indulgent. Les adultes, ملي تيكون un diabétique معاك في الدار تولي بحال الدري الصغير. D'accord? Un adulte, il suffit c'est dans la tête que ça se passe. Il est diabétique, et donc il faudrait quand même qu'on prenne en considération ce genre de choses. L'alimentation de l'enfant obèse sera donc la même que celle du reste de la famille. Et donc quand vous mangez équilibré, c'est toute la famille qui va manger équilibré. L'activité physique, surtout les jeux extérieurs, et je dis bien surtout les plein air. كتدي l'enfant كتخرجوا راه هنايا بعدا حنا في وجدان عندنا داك البلان غير هو داك الطريق الجزائر غير هما. Donc il faudrait quand même qu'il dépense beaucoup d'énergie. Ah oui, l'intérêt d'activité répétée, quand vous voyez les enfants qui gèrent ou dès que les balançoires, après tu le trouves essoufflé ou arqan, mais vraiment il a fourni un effort énorme. Ça c'est important. Il adore jouer, il fournit de l'effort sans sentir qu'il fournit de l'effort. Donc ils sont le jeu, mais en même temps ils fournissent de l'effort intelligemment. Et puis, l'intérêt de repas espacés et équilibrés. Donc, mais pas chez grignoter tout le temps. Il y a des repas à respecter. Il y a le petit-déj, il y a le déjeuner, il y a le goûter, et il y a le soir, bien sûr, le dîner qui devrait être léger si on donne un goûter copieux. Donc, il faut toujours faire attention. Prévention de l'obésité infantile.
Donc c'est l'interaction qui va se faire entre un nourrisson et son environnement.